Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Écoutez, bonsoir à tous. Permettez-moi, en ce début de conseil, de vous présenter les excuses de monsieur le maire Franck Perry, qui ne pourra pas prendre part ce soir à ce conseil municipal en raison de difficultés, on va dire ça, personnelles, auprès de son papa. Et il m'a demandé donc d'assurer ce conseil ce soir. Je pense qu'on peut avoir un petit conseil aussi pour Franck et sa famille ce soir. Voilà, on va, sans transition, passer au début de ce conseil municipal et je vais faire l'appel. Donc, M. Franck Perry, excusez, il a donné procuration à M. Jean-Jacques Gauthier, M. Patrick Floquet présent, Mme Nicole Charon. Présente. Madame Sylvie Vincent. Présente. Monsieur Daniel Gornet est excusé à donner procuration à Madame Nicole Charon. Madame Isabelle Boissel. Présente. Monsieur Christian Grégoire est excusé à donner procuration à Madame Isabelle Boissel. Madame Fabienne Picard. Présente. Monsieur Valentin Lassalon. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présente. Monsieur Jacques Canipa est excusé à donner procuration à Monsieur Patrick Floquet. Monsieur André Mouchon. Présent. Madame Denise Vert. Présente. Madame Véronique Rossi. Présent. Monsieur Francis Marquis. Présent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Présent. Monsieur Thierry Ledzinski. Présent. Madame Ghislaine Cossin. Présent. Madame Nadine Bali. Présent. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier est excusée. Monsieur Éric Lamontre. Présent. Madame Dominique Alboussière. Présent. Monsieur Jean-Rémy Lassos est excusé. Monsieur Bernard Novian. Présent. Monsieur Didier Forquignon. Présent. Madame Marie-Laurence Zaï est excusée à donner procuration à Monsieur Didier Forquignon. Nous sommes donc, si les comptes sont justes, 21 présents et 5 pouvoirs, donc 26 votants. Avant de démarrer le conseil, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Qui serait volontaire pour être secrétaire de séance? Madame Charon, merci beaucoup. Donc, vous notez Madame Charon, secrétaire de séance. Premier point à l'ordre du jour, c'est donc l'approbation du compte-rendu de notre dernière séance de conseil municipal du 27 juin dernier. Y a-t-il des remarques ou des suggestions, des ajouts? Monsieur Forquignon. Oui. Donc, voilà. Je voulais savoir si les dispositions qui semblent prises actuellement par le gouvernement actuellement en place, visant à réduire les avantages fiscaux sur les systèmes type Malraux, Pinel, etc., pourraient avoir une incidence sur l'acquisition du bien, puisqu'on nous avait expliqué qu'il serait essentiellement financé par ce genre de choses. Alors, en l'état actuel, je ne peux pas vous répondre parce que quid des réalités des annonces actuelles, on n'en sait pas grand-chose. On verra au fur et à mesure du temps. Comme ça, a priori, il ne semble pas qu'il puisse y avoir des conséquences sur le sujet en question. Mais on verra. De toute façon. Et vous avez quand même raison de vous inquiéter. Après, il faudra attendre le projet de loi de finances. Ensuite, comment et quand il sera voté, ça c'est une autre histoire. Mais dans un contexte de pénurie de logement, de crise du logement, comme on n'en a jamais connu depuis plusieurs dizaines d'années, avec une volonté de réduire la politique du rabot un certain nombre de niches fiscales, de crédits d'impôt, on peut au moins se poser la question. Ce n'est pas ici, évidemment, qu'on apportera la réponse, mais ça fait partie des pistes qui ont été évoquées dans le cadre de réduction d'un déficit public qui sera probablement au-dessus des 6% et le pire de l'Union européenne. Voilà, je ne dis pas plus. Ok, ça vous convient? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ce compte rendu? Pas d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Parfait. Alors, le premier point à l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est donc la décision modificative numéro 2 du budget. Alors, je ne vais pas revenir sur la totalité
de cette décision modificative, puisque nous avons eu l'occasion largement de l'aborder en commission finances les jours derniers. Sur les tableaux que vous voyez vous afficher, c'est le résumé des modifications. Et avant d'entrer dans tous ces tableaux-là, je voulais quand même aussi signaler et remercier le service des finances de la ville, qui a eu pas mal de travail ces jours derniers pour raffiner cette décision modificative. Au global, c'est surtout des décisions d'ajustement, on va dire, de ci, de là. L'intégration aussi, on en parlera tout à l'heure dans le budget, de la convention Nestlé-Waters, qu'on va évoquer ensuite, puisque de fait, puisqu'on signe la convention, on intègre les subsides dans les différents budgets qui sont considérés, et puis des écritures comptables de modifications, en particulier sur les amortissements, et puis sur un sujet un peu particulier qui est ce qu'on appelle, nous, la vente eugène, mais en traduction compréhensible par les Vitellois, c'est les anciens ex-bâtiments Arnoux, actuellement, qui sont maintenant propriété de la société qui s'appelait Eugène, donc c'est pour ça que ça s'appelle Eugène. Et donc en fait c'est simplement les écritures définitives de la vente au niveau de la situation patrimoniale de la ville pour que ce soit définitivement enregistré. C'est pour ça qu'il y a différentes modifications. Si on regarde plus en détail donc sur le fonctionnement, on fait une modification de 277 000, un peu plus de 277 000 euros, qui porte principalement sur les baisses, donc vous voyez, en charge de personnel. Pourquoi en charge de personnel? Parce que nous avons plusieurs postes qui, malgré nos diverses multiples sollicitations, n'ont pas trouvé pour l'instant de personnes pour remplacer les départs, en particulier sur des postes un peu plus qualifiés, on va dire, que sont le poste ingénieur en charge des ressources en eau d'une part, et d'autre part la personne en charge de l'opération Centre-Bourg, mais d'autres aussi d'ailleurs. Et donc de fait, on prend acte du fait que le niveau salarial sera un peu plus faible que ce qu'on avait prévu en année pleine sur 7 millions d'euros, et on sera un peu en dessous à 6,9. Le reste, c'est des petites modifications sur les différents chapitres. Sur le chapitre 11, c'est des petites modifications aussi qui reprennent des factures antérieures de 2023, principalement, qu'on a repassées là récemment, après des contrôles divers et variés, concernant l'eau par exemple, ou avec la société IDEX pour d'autres. Ben voilà, enfin, c'est des petits ajustements en dépenses. Sur le côté recettes, donc là, on prend en compte dans la recette. Alors vous voyez une opération à moins 125 000, mais qui ne veut pas dire grand-chose. En fait, le moins 125 000, on le promène du 70 et on le remet dans le 74, parce que c'était une erreur d'affectation. Je vous rappelle qu'on a changé de norme comptable, et il y a eu une erreur de fait au début de l'année. Ces 125 387 correspondent aux produits que nous percevons des communes environnantes concernant les frais de scolarité. Et ils avaient été mis en chapitre 70, budget initial, et en fait c'est du chapitre 74. Donc dans le 353 000, vous avez le plus 125 qui annule le moins 125 du dessus. Voilà. Et à l'intérieur aussi, il y a une modification qu'on retrouvera tout à l'heure dans le budget d'investissement, où on a l'adjonction d'une subvention qui nous arrive de l'ADEME pour le schéma directeur de chaleur, que nous avions considéré en investissement, mais qui effectivement est de fonctionnement. Donc on l'a intégré là en fonctionnement, et vous la verrez tout à l'heure, on l'enlève de l'investissement. Et donc, pour la plus grosse part du 74, c'est une partie de la convention Nestlé pour 184 000 euros, qui correspond, on le reverra tout à l'heure dans la convention, pour 2024, à la prise en charge par le groupe Nestlé de l'entretien du parc thermal. 184 000 euros, vous verrez tout à l'heure sur la globalité que c'est éclaté en plusieurs budgets. Donc sur le budget général, vous avez ces 184 000 euros qui apparaissent dans les 353. Voilà principalement pour le budget de fonctionnement, les principaux postes modifiés. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en termes de modification. Ce qui nous porte quand même le budget global de 15,9 millions d'euros à 16,2. Je peux passer au budget d'investissement. Oui. Alors, au niveau de l'investissement, pareil, vous voyez de façon très globale
on a un budget d'investissement qui voit une augmentation de 310 000 euros, un peu plus de 310 000 euros, et faisant passer donc, le budget global d'investissement de 10,4 à 10,8. En fait, quand on regarde bien, c'est dans les opérations affectées, c'est-à-dire toutes celles qui correspondent à des opérations bien spécifiques. En fait, il y a une modification que de 1 600 euros, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, on fait beaucoup d'ajustements à l'intérieur des opérations affectées en fonction de la réalisation de tel et tel travaux ou de la non-réalisation de tel et tel travaux, et on ajuste les différents, et globalement, on est sur quelque chose qui est quasiment équilibré à 1 671 euros près. La véritable modification, elle se fait sur les opérations non affectées, où là, on a une modification qui est plus importante de 312 400 euros, et sur ces opérations non affectées de 312 000 euros, vous avez principalement, je l'évoquais tout à l'heure, une partie, mais on le retrouvera de l'autre côté en recette, de l'opération patrimoniale cession Eugène. On a le retrait, moins 100 000 que vous voyez en 27, c'est le retrait, on avait considéré au début, au budget initial, qu'on mettait une dotation pour la régie Vitel Golf, qui ne prendra visiblement son effet qu'à partir du 1er janvier 2025, donc on la retire du budget 2024, évidemment on en reparlera fatalement en 2025, mais on acte ce retrait. Et puis, on a aussi diverses petites modifications, alors là, plus à la marge, de certaines opérations de prêt avec la CAF, par exemple, qu'on régularise à ce niveau-là. Vous le retrouvez, un budget de fait équilibré de l'autre côté en recettes, toujours de 310 000, là aussi, avec une importance un peu plus forte sur les opérations non affectées que sur les opérations affectées. Dans les opérations affectées, on intègre certaines des subventions qu'on n'avait pas intégrées jusqu'à aujourd'hui, qui nous avaient été notifiées, mais qu'on n'avait pas intégrées, par exemple, sur l'ensemble sportif. À l'envers, sur les voiries, on enlève un certain nombre des subventions qui, pour certaines, avaient été affectées, alors qu'en fait, on n'a pas réalisé un certain nombre de travaux. Pour autant, on relancera ces dossiers-là pour l'année 2025. Et puis vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, l'opération chauffage collectif, les 27 197 compromettent entre la section d'investissement et la section de fonctionnement. Pour ce qui concerne les opérations non affectées, on va dire en recettes, on a là aussi l'intégration de la partie de Nestlé Waters version investissement pour 152 000 euros dans l'opération 45, sachant que là, ça correspond à la prise en charge par le groupe Nestlé du reste à charge concernant l'éclairage du parc. Vous savez, l'éclairage du parc a été financé en opération 45 pour opération sur un tiers, qui a vu un certain nombre de travaux, un certain nombre de subventions. Nous avons fait donc nos petits calculs. Il restait 152 000 euros de reste à charge, et donc dans les conventions, et on en reparlera tout à l'heure, ces 152 000 euros doivent être affectés en investissement. Et puis des opérations d'ordre aussi à l'intérieur de ces sections. Et dans l'opération 16, vous voyez, on fait baisser l'emprunt d'équilibre global de 242 000 euros pour le ramener à 3,2 millions d'euros. Voilà très rapidement brossé la décision modificative pour le budget général. Est-ce qu'il y a des remarques, suggestions, discussions? Oui. Je dirais que, j'interviendrai tout à l'heure concernant la approche sur le point numéro 8 par rapport à Nestlé. Il est donc, par rapport à ce que je veux dire, on vote contre par rapport à tout ça, parce qu'il y a des choses qui ne nous paraissent pas très normales, on en parlera tout à l'heure. Donc là-dessus, on vote contre, ça je vote contre. Je aussi. Ok. Oui, puisque là, dans l'ordre, on pensait aborder les différents points concernant le point 8 après, mais on peut pas on ne serait pas cohérent si on n'est pas d'accord avec le point 8 et ce point-là. Donc, nous votons, précisons que nous sommes contre là. Ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Bien, donc je vais mettre ces décisions modificatives concernant le budget général au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Donc 3, si je comprends bien, c'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Parfait. Ensuite, on va passer au budget concernant l'eau. Donc là, c'est une toute petite modification à l'intérieur même du budget. Hein, il n'y a pas de, on est à 0, mais il y a quand même une modification de ligne. C'est pour prendre en compte des frais d'études sur le budget de l'eau qu'on intègre dans les immobilisations incorporelles au lieu d'être dans les immobilisations en cours. Mais c'est purement à l'intérieur du budget de l'eau. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires par rapport à ce budget? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Sur le budget assainissement. Alors, sur le budget assainissement, juste avant d'entrer dans l'explication, vous voyez un chiffre en jaune qui apparaît là-haut. C'est un chiffre qui était d'une erreur sur le document que vous avez reçu, où il y a eu une erreur de copier-coller et qui n'était pas le bon chiffre. Donc, parce qu'en fait, si on suivait le document que vous avez reçu, le budget n'était pas équilibré. C'est une erreur. Les chiffres en dessous sont justes, c'est les tout qui étaient faux. C'est tout simplement pour nous présenter nos excuses, mais on a raté un copier-coller quelque part dans l'ordre du jour. Pour revenir plus sérieusement à ce qui se passe sur le budget assainissement, là vous voyez l'impact 124 000 €. C'est donc l'impact là aussi de la convention mécénat avec les Water qui concerne donc là la prise en charge du reste à charge des travaux qui sont en cours de finition de la rue du CRA, hein, puisque c'est de la part assainissement. Donc 124 000 €, donc évidemment on est en recette et qu'on promène en subvention en intégrant la part Nestlé Water. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des suggestions par rapport à ce budget? Ça fait donc partie des 124 873 € pour les travaux d'assainissement Nestlé. Oui, rue du CRA. Hein, c'est le reste à charge de la rue du CRA. Là aussi, même calcul, ce qui a été le coût réel, moins les subventions que nous avons perçues, je crois, ou à percevoir, il doit y avoir un petit bout d'agence de l'eau, un petit bout de conseil départemental, je crois, de mémoire, et donc le reste de la partie assainissement, on s'entend bien, ça fait 124 000 € qui est pris en charge par le biais de la convention mécénat. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Donc 3, des personnes qui s'abstiennent? Parfait. Donc voilà, on est arrivé au bout de la décision modificative numéro 2. Il est probable, mais on verra en son temps, qu'il y aura cette année une décision modificative numéro 3 au mois de décembre pour reprendre en compte, comme on l'avait expliqué, comme je l'avais expliqué au moment du rapport d'orientation budgétaire cette année, on a fait une décision modificative en juin, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Une en septembre, aujourd'hui, qui est plus traditionnelle, et probablement une en décembre, et qu'on ajuste au fur et à mesure des avancées d'un certain nombre de dossiers concernant les recettes ou concernant les dépenses. Alors, pour le point suivant, c'est donc les autorisations de programme crédit de paiement. Donc là, c'est la traduction simplement sur les autorisations de programme et les crédits de paiement de ce qu'on vient de voter, tout simplement, et qu'on prend en compte dans ce qu'on appelle les APCP dans le quartier finance, ces différentes modifications pour remettre à jour les crédits de paiement pour cette année. Avez-vous des remarques ou des suggestions? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point suivant, c'est les admissions en non-valeur, donc ce qui arrive à peu près une fois par an. Le comptable du Trésor donc, nous communique la liste des titres qu'il a considérés comme irrecouvrables. Alors cette année, on remonte très loin, puisqu'on va jusqu'en 2008. Les débiteurs, bien sûr, ont été déclarés pour la grande majorité en surendettement par la Banque de France et ont donc une décision d'effacement de la dette, donc on est de fait obligé de la prendre en compte. Alors vous voyez une décision, cette fois-ci, qui est assez forte par rapport à d'habitude. On est à 27 000, un peu plus de 27 000 €, mais qui est en grande partie due à le 20 550 € de 2008. Si on enlève ça, on n'est plus qu'à 7 000, ce qui est à peu près, bonhomme an chaque année, les créances irrécouvrables. Alors ces 20 000, c'est quoi? C'est un ancien litige d'une municipalité antérieure avec une société qui s'appelait l'IRELEC, qui a eu donc un litige, etc. Des pénalités de retard ont été infligées à cette entreprise
comme vous voyez, elle ne les a jamais payés, et depuis cette entreprise n'existe plus. voilà, n'existe plus, et donc de fait, après tous les recours divers et variés, ont un impact définitivement, puisqu'elles avaient été intégrées dans le budget en son temps, donc de fait, on est obligé de les retirer cette fois-ci. Mais hormis cette affaire, on est sur des créances irrécouvrables, entre guillemets, habituelles, qui concernent la grande majorité des services de la ville, si vous voulez, les frais pédagogiques, des garderies, du restaurant scolaire, enfin, ce qu'on a l'habitude, entre guillemets, d'avoir à peu près chaque année. De toute façon, hélas, il n'y a pas d'autre solution que d'acter cette situation qui nous a été transmise par le Trésor public. Donc, après avis favorable de la Commission Finances, le Conseil a appelé à approuver l'addition en valeur de ces créances pour la somme de 27 007,13 €. Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Je vous remercie. Pareil, c'est une décision technique. La suivante, c'est sur les durées d'amortissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juin, on avait fixé les durées d'amortissement applicables sur toutes les catégories d'immobilisation diverses et variées, mais on en a oublié une que Madame la Trésorière nous a fait remarquer. Sur le compte 21 568, matériel d'incendie, qui n'est pas prévu dans la délibération, donc on rajoute. Et donc, comme c'est au conseil municipal de décider, on vous propose d'amortir ces matériels sur 6 ans. Là aussi, la commission finance a été consultée le 18 septembre, a donné un avis favorable. C'est les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Ensuite, on va passer à la régie Vitel Sport et à la mise à disposition des installations sportives. Je vais demander à M. Marquis de bien vouloir quitter la séance et je vais laisser la parole à Mme Nicole Charon. Merci. Alors, par délibération du 19 mai 2011, une convention a fixé les règles de la mise à disposition des installations sportives dont la ville est propriétaire à la régie Vitel Sport. Le changement de direction au sein de la régie Vitel Sport et du service des sports de la ville a entraîné quelques modifications dans le fonctionnement de cette mise à disposition. Les principales modifications concernent tout d'abord la possibilité pour la régie Vitel Sport d'utiliser certains espaces sans la présence d'un agent du service des sports, mais sous la responsabilité du directeur de la régie, en l'occurrence Gilles Rousset. Deuxième modification, la redéfinition des espaces mis à disposition, donc les 2 gymnases, Émilie de Pennec et Richard Dacoury, les installations du stade Jean Villiers, les installations du CPO et le complexe tennistique. La régie devra également s'assurer auprès de la direction des services des sports de la disponibilité des installations, sachant que la commune gère par ordre prioritaire les stages sportifs dont le prestataire est la régie, les scolaires et les associations hors stage. Une tarification est définie par chacune des 2 parties. Tout d'abord, la tarification des salles par le service des sports, la restauration et l'hébergement par la régie Vitel Sport. Après avis de la commission des sports réunie le 11 septembre, le conseil municipal est appelé à approuver les termes de la convention annexée entre la ville et la régie Vitel Sport et autoriser M. le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des remarques ou des commentaires sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point suivant, on peut faire venir M. Marquis, il est là. Et le pauvre, il va être obligé de ressortir tout à l'heure, donc c'est pas de problème. On va visiter le couloir plusieurs fois. Alors, je disais donc, le point suivant, c'est la convention d'affermage du service public de la production et distribution d'eau potable en convention d'exploitation temporaire. Alors, comme vous le savez, nous avons un contrat d'affermage avec la société Suez depuis le 3 février 2015, très exactement, et que sa date d'échéance arrive donc au 31 décembre 2024. Comme vous le savez aussi, j'imagine, nous sommes dans le contexte du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à l'horizon 2026, et que donc dans ce cadre-là, fatalement, puisque le contrat s'arrête en 2024, il faut bien trouver des solutions pour 2025. Après discussion avec la société Suez,
Il ne nous semblait pas pertinent de relancer une procédure de délégation de service public, surtout que c'était que pour un an. Donc on a rediscuté avec cette société et on vous propose donc une convention d'exploitation temporaire qui va permettre donc la continuité du service pendant l'année 2025, qui nous permettra au 1er janvier 2026, dans le cadre de toute façon, quoi qu'on en pense, du transfert de la compétence, de confier cette compétence à une autre structure. Et pour les usagers, on va dire, et pour la ville, ça permet simplement la continuité du service public, sans modification de la nature d'ailleurs du contrat, puisque ça repartit exactement sur les mêmes dispositions financières. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est d'approuver les termes de cette convention qui vous a été adressée en annexe, qui permettra donc d'arriver à l'échéance du 31 décembre 2025 et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention dans les conditions que je vous ai précisées. Avez-vous des remarques par rapport à cette situation? Oui, M. Fortignon. Oui, la remarque portait sur le taux de rendement qui est indiqué, porté de 76 à 80%. Oui. Au cours des différents conseils municipaux, on avait abordé ces sujets-là. Vous avez expliqué que le rendement était déjà de 79,66%. Fixer un rendement à 80% alors qu'on est déjà à 80%, c'est peut-être pas un objectif visant à l'améliorer. Alors je sais qu'il n'y a plus qu'un an, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de demander que ce rendement soit amélioré? Alors, je comprends tout à fait votre remarque, sachant simplement que là on reprend les dispositions contractuelles qui étaient entre 76 et 80. Donc c'est juste une reconduction. On reconduit, simplement. Okay. D'accord. Ouais. Mais pour autant, effectivement, la réalité fait que, effectivement, on s'approche de plus en plus de 80. Effectivement, l'objectif doit être encore amélioré par un certain nombre de travaux qui sont d'ailleurs projetés sur l'année 25 et 26, si tout va bien, qu'on aura l'occasion d'évoquer à un autre moment. Mais voilà, mais effectivement, là, on est dans la reconduction pure et simple des termes du contrat de DSP qui arrête le 31 décembre 2024. Pour ne pas modifier l'économie générale, on va dire, de l'ensemble, on fait qu'une convention d'exploitation temporaire qui reprend les mêmes conditions. Effectivement, au 1er janvier 2026, d'ailleurs ce ne sera plus nous, qui auront à gérer tout ça, mais au niveau communautaire ou une délégation substitution d'une autre structure. En dehors de ces remarques, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. On aborde maintenant le 8e point, qui est donc la convention avec la société Nestlé Water Supply Est. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans une discussion déjà depuis un long moment avec la société Nestlé Waters concernant nos difficultés en lien, en grande partie pour ce qui nous concerne à la ville, les aventures de la surtaxe sur les eaux minérales et sa baisse assez importante suite aux différentes mésaventures que la société Nestlé a pu avoir à affronter, ainsi que ses employés d'ailleurs. On va pas revenir sur tout ça ici. On vous avait expliqué qu'on était en discussion avec la société en question, justement pour voir les voies et moyens qu'on pourrait trouver ensemble pour compenser pour tout ou partie de ce déficit de surtaxe. Après de nombreuses discussions longues et laborieuses, qui nous ont été d'ailleurs facilitées par Madame la préfète des Vosges et les services de l'État qu'il faut aussi remercier, en l'occurrence, puisqu'elle nous a aussi particulièrement aidé, Madame la préfète, dans cette affaire. Nous en avons abouti donc à une convention cadre de mécénat globale, à laquelle est accrochée plusieurs conventions d'application par sujet traité, qu'on vous propose au vote. Ces conventions prévoient donc, on l'a en partie évoqué tout à l'heure, la prise en compte d'un certain nombre de sujets que dans la discussion Nestlé a accepté de prendre en compte dans ces conventions de mécénat. Cette convention mécénat doit courir sur 2 ans, 2024 et 2025, pour un total de 810 000 euros. Ces 810 000 euros sont répartis sur ces 2 années
sur une année, donc 24 à 460 et une année à 25 à 350 000 euros, et prennent en compte un certain nombre de thématiques. On les a déjà abordées. L'entretien du parc thermal, donc sur l'année 24, mais aussi sur l'année 25. Alors, l'entretien du parc thermal, ça veut dire, en clair, la part que la ville de Vittel assume dans la convention globale de l'entretien du parc thermal. Vous savez que c'est régi par une convention qui a été revue en 2022 au moment de la vente de nos actifs touristico-thermaux. D'ailleurs, c'était pas inintéressant de la voir. Et à l'intérieur, on a dans un groupement de personnes, d'entités plus exactement, qui assurent cet entretien. Et nous, ville de Vittel, nous assurons 54%, je vous rappelle, du total global. C'est 684 000 euros. Les autres partenaires, que sont la société Atrim, par exemple, au fur et à mesure du temps d'ailleurs, les différents nouveaux acquérants de morceaux qui sont traités par ce contrat, la société Vittel Invest, elle aussi, qui sont aussi, chacun pour son petit pourcentage, arrive, et puis un petit bout très résiduel maintenant de la société Rolaco, puisqu'il ne leur reste encore pas grand-chose dans le parc thermal. On l'a évoqué tout à l'heure, donc ça c'est donc l'entretien du parc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur le budget fonctionnement. La rénovation et éclairage du parc thermal, donc les 152 000 euros à peu près, c'est donc sur le budget d'investissement. Et donc l'assainissement, en l'occurrence pour cette année, la rue du Crat, c'est 124 000 et quelque chose qui sont pris en charge sur le budget d'assainissement, pour donc le total de 460. L'année prochaine, ce qui est prévu pour l'instant, c'est donc la reconduction de la prise en charge de l'entretien du parc thermal et une prise en charge des opérations d'assainissement qu'on pourrait mettre en œuvre pour l'année prochaine en fonction des rues qui seront déterminées. Voilà les termes de cette convention. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'approuver les termes de la convention cadre et les trois conventions d'application, parce que chacun des sujets fait l'objet d'une convention d'application, et d'autoriser M. le maire à les signer et d'entreprendre évidemment tout acte et mesure nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Comme j'ai cru le comprendre, il doit y avoir quelques remarques et suggestions à ce sujet. Il y a quelques semaines, nous apprenons qu'en raison des répercussions sur l'équilibre du bassin d'emploi, une convention de revitalisation, oui, du territoire d'un montant de 813 000 euros, oui, c'est pas 810, mais peu importe, venait enfin d'être signée entre Nestlé et l'État. Oui. La question, est-ce que c'est pas trop tard chez ceux qui pensent qu'il vaut mieux tard que jamais? Et est-ce que ce montant est à la hauteur des actions menées pour enclencher une dynamique et réutilisation qui passe nécessairement par le développement économique sur notre territoire? Je suis aussi de ceux qui pensent que c'est un bon début, à condition d'utiliser cette enveloppe à bon escient et que celle-ci soit en toute logique fléchée à 100% sur la réutilisation du territoire, donc logiquement gérée par la compétence du développement économique. Effectivement, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert dans l'autre jour du conseil municipal de ce jour qu'un montant de 350 000 euros était, entre guillemets, ponctionné sur cette enveloppe de réutilisation du territoire pour financer des travaux du parc thermal et d'assainissement de la ville. Ceci étant dit, si c'est quand même le cas, il est important de préciser, c'est ce qui est marqué ici en tout cas. Non. Pardon, allez-y. Ceci étant dit, il est aussi important de préciser que si nous ne sommes évidemment pas contre le fait que Nestlé contribue au financement des travaux du parc thermal et d'assainissement, bien au contraire, nous sommes en revanche contre le fait que le montant de ces travaux, sauf erreur de ma part, soit financé par la convention de revitalisation. Il y a là une dichotomie qui dépasse pour moi l'entendement, d'autant que le financement de ces travaux pourrait entrer dans l'enveloppe de 1,1 million des travaux environnementaux que Nestlé s'est engagé à verser dans le cadre de la CGPE. En un mot commençant, ma question est la suivante. Par quel miracle l'entretien et la rénovation de l'éclairage du parc thermal et les travaux d'assainissement de la ville de Vittel, de surcroît en grande partie déjà réalisés, peuvent entrer dans le périmètre d'intervention des projets éligibles au plan de réutilisation de tout un territoire, et en quoi ces travaux contribuent-ils au reclassement des employés licenciés et au maintien de l'activité économique de l'Est vosgien, comme présenté dans l'ordre du jour? Voilà. Alors, pardon, laisse répondre, s'il te plaît. Merci. Je crois qu'il y a une vraie incompréhension. Je vais vous rassurer, puisque je co-préside plus exactement, le comité d'opération de revitalisation des Célibataires avec monsieur le sous-préfet du Château, et j'étais encore le jour dernier à un réunion de lancement à ce sujet-là,
effectivement, c'est 813 000 €, d'accord, mais ça n'a rigoureusement rien à voir avec cette opération. D'ailleurs, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a installé officiellement cette démarche avec Maxou Laoulette de Madame la Préfète, qui était présente à cette occasion, et les projets qui vont être mis en place autour de cette convention de revitalisation font l'objet d'un examen par un comité d'engagement qui n'est d'ailleurs pas à cette heure-ci créé. Donc il n'est pas question d'aller ponctionner quoi que ce soit sur cette enveloppe-là, en rien. On est bien sur autre chose. Non, pas dans le texte. Non. Alors c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Différentes. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur Novian. Il y a alors, on reprend depuis le début. Dans l'opération Nestlé, que je me permets de commenter puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de mes fonctions régionales, je ne devrais pas l'évoquer ici, cette affaire-là, il y a donc le côté plan social, avec des dispositions qui ont été prises en compte pour les employés, reconversion interne, etc. Bref, deuxième volet, il y a l'opération de revitalisation du territoire. C'est un deuxième volet, qui d'ailleurs, on peut discuter du chiffre de 813, c'est un chiffre qui est bêtement mathématique. Le nombre d'emplois perdus, multiplié par le SMIC horaire, multiplié par un coefficient qui est fixé par la préfète, qu'elle peut déterminer entre 0 et 4. Elle a choisi de le mettre à 4. Vous faites la multiplication, ça fait 813. Bon, voilà, c'est comme ça. Ces 813 000 € vont être utilisés pour la revitalisation du territoire, etc., suivant deux modalités avec deux enveloppes différentes, à peu près équivalentes. Une sur réellement la création d'emplois sur la base de dispositions qui vont être approuvées par certaines entreprises, et une autre plus sur de l'ingénierie, de l'étude permettant de développer l'emploi. D'accord ? Donc ça, c'est la revitalisation. Troisième volet, l'aide aux collectivités territoriales, qui n'est pas obligatoire. C'est pourquoi je vous dis que Madame la Préfète a eu aussi un rôle important, puisque ce dispositif-là n'est absolument pas obligatoire au terme de la loi. Les deux premiers volets sont obligatoires, le troisième n'y est pas. Et donc ce troisième, ce que nous avons négocié avec Madame la Préfète, Monsieur le maire et moi-même, pour y avoir participé, et avec le groupe en question, c'est bien quelque chose qui s'ajoute. D'accord ? Donc ça n'a rigoureusement rien à voir, et ça ne sera pas pris sur l'enveloppe des 813, surtout que les 813 000 dans le mécanisme, c'est valable partout en France, quand cette somme est déterminée, elle est immédiatement consignée auprès de la Banque des territoires, quel dépôt de consignation, qui seule détient cet argent. Sur la base des décisions du comité d'engagement, c'est la Banque des territoires qui déclenchera les financements des 813. Alors effectivement, c'est presque pareil, 810, bon, voilà, mais c'est bien deux choses différentes. On est sur le troisième volet de la discussion. Il va y d'ailleurs en avoir un quatrième, qui sera plus judiciaire, celui-là. Ça sera encore une autre affaire. Mais voilà, et il faut vraiment pas qu'il y ait d'incompréhension, d'ambiguïté. Ça n'a absolument rien à voir. Donc et les fonds, d'un côté, ne seront pas utilisés sur l'autre. Voilà. Donc on est bien sur quelque chose qu'on a obtenu en plus, auquel la société n'était pas astreinte du tout. On a utilisé quelques leviers pour faire en sorte que ça puisse être possible. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le rôle des services de l'État et de Madame la Préfète à ce sujet-là, et même des niveaux supérieurs qui nous ont aussi en partie aidés à réussir à négocier ce volet supplémentaire. Vous allez me dire, pour être tout à fait honnête, que dans tout ça, effectivement, parce que quand on lit les conventions, c'est bien des conventions de mécénat, et que comme c'est du mécénat, la société va pouvoir fiscaliser ces aides-là. Oui, c'est vrai. Et ça, moi, personnellement, nous, Ville de Vittel, c'est pas notre problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 810 000 € que la Ville de Vittel a récupérés dans cette aventure-là. Okay. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, pour être tout à fait complet, la Ville de Vittel, comme d'autres, auront peut-être à déposer des dossiers sur l'opération de revitalisation du territoire, puisque cette aide est ouverte aux entreprises, mais aussi aux collectivités territoriales. Surtout sur le volet 2 en termes d'études et de recherche, sur le côté développement économique, faire venir les entreprises, etc. Donc on est indirect. Donc il n'est pas impossible qu'on ait étudié aussi le dépôt. Et là, lui, c'est vrai, là pour le coup, la ville de Vittel ira chercher quelques subsides sur l'opération de revitalisation du territoire, mais bien à destination de l'emploi.
Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Vous avez été clair, ce n'est pas clair dans le document, c'est tout. Ah bah alors je ne comprends pas où est le truc qui est... Si vous permettez, c'est juste la formulation qui est dans ce cadre de nombreuses discussions, etc. Ah. Donc si dans ce cadre se réfère en mot français à la phrase d'avant, exact. Effectivement, ça peut prêter à Ouais. confusion, je vous le concède volontiers. Voilà. Effectivement, parce qu'on parle de la maintenir l'activité économique de l'Ouest Vosgien, Exactement. dans ce cadre de nombreuses Dans discussions. ce cadre, Ça, c'est ça, oui, ça se fait Alors il aurait fallu écrire en parallèle. En plus, vous êtes En parallèle, ça aurait été tout à fait... En fait, Volontiers. c'était dans le contexte et vis-à-vis des impacts que subit le territoire et la collectivité, mais je pense que ce qui vous a en plus induit en erreur, il y avait la rédaction et puis la similitude des sommes. Mais C'est un hasard, hein, la similitude oui, des sommes, hein. c'est vraiment deux enveloppes différentes qui s'additionnent. Je vous fais remarquer d'ailleurs que ce n'est pas les mêmes signataires d'ailleurs en plus. D'un côté, là, on va avoir le maire de Vittel qui signe pour cette partie mécénat. La convention de revitalisation, c'est la préfète C'est qui l'État. signe. Moi, je me souviens d'une convention de revitalisation antérieure, année, je pense, 2010-2011. Il y avait eu déjà un plan social et un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE de Nestlé, signé avec le préfet. Alors, évidemment, la ville est... Mais il y aura plusieurs intercos là qui vont être concernés. Forcément. C'est tout le territoire. Là, c'est ciblé effectivement sur notre collectivité. C'est les mêmes montants, mais ça s'additionne et c'est deux signataires différents avec deux niveaux. Ok. Donc je pense que ces précisions sont à même peut-être de vous faire revoir votre position de vote. C'était la question que j'allais poser. Est-ce que vous venez sur votre vote contre du début? J'allais y venir, bien sûr que oui. Ah. Donc, On a le droit de revenir en arrière? oui, parce que c'était une conséquence directe de ce Alors, plan-là. Bien sûr. la dame à côté elle me dit que normalement elle votait acquis. Hein, donc- Ah bah. Non mais allez. Mais à la lueur d'éléments À la lueur d'éléments nouveaux, une révélation ayant traversé le conseil municipal, Tel Saint Paul touché. dans la grâce. En fait, on peut pas Non, mais- voter, on peut pas Voilà, voter c'est sur la- comme on ne peut pas voter pour moi, ni d'un côté, non de l'autre. Ah, Le non. choix suppose la connaissance, donc voilà, la connaissance éclaire votre choix. Voilà. Et effectivement, je vous concède que si on suit bêtement la rédaction, si on est hors du Ah, contexte, mais non, hein. non, mais si on est hors du contexte, si on est hors du contexte, dans ce cadre, faire référence à la phrase d'avant, et effectivement, il eût fallu écrire en parallèle, qui aurait pu éviter cette Bon, en plus, confusion. Et ça aurait soulevé les voilà. Donc, très bien. Donc, Dans désolé. dans ce cas-là, Parce que nous là, devons demander il y a- que soit révisé notre notre... vote de tout à l'heure. Donc on considère que vous avez voté pour la décision modificative, c'est ça? Parfait. Les trois? Parfait. Et donc j'imagine... Qu'on retrouve ici. Voilà. Oui, Oui, parce que sinon, c'est- on ne c'est comprend plus. Alors, non, vous allez rire en votre compte. J'essaye de comprendre, de suivre. Oh, Si j'ai un peu de mal à ça. Alors, plus d'autres remarques par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Délibération suivante qui va nous amener à une rectification de délibération concernant la cession du lot 3 du Palmarium, et je vais laisser la parole à M. André Auchamp. Merci. Concernant le patrimoine et plus particulièrement la cession du lot numéro 3 du Palmarium, nous avions déjà délibéré le 27 juin 2024 sur ce sujet. Cependant, suite à la réalisation des métrés dans le cadre de la loi Carrez, il s'avère que la surface du local en question est légèrement inférieure à celle calculée initialement, soit 125 mètres carrés 80 au lieu de 127. Pour le reste de la délibération, aucune modification. Néanmoins, je vous rappelle que, contre la cession de ce local à l'euro symbolique, Vitel Invest se propose de prendre en charge l'intégralité des travaux de réfection de la toiture du bâtiment, soit pour la mairie une économie de près de 40 000 €. Le conseil municipal est donc appelé à annuler la délibération numéro 4 du 27 juin 2024 et la remplacer par les dispositions ci-dessus. Approuver la cession du lot numéro 3 du Palmarium à l'euro symbolique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la société Vitel Invest, et autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vitel. Est-il des remarques ou des commentaires par rapport à ce sujet? C'est juste une petite précision technique, tout simplement. C'est les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent?
Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est M. Auchan aussi qui va nous expliquer tout ça. C'est sur la parcelle quartier des Collines. Cession d'une parcelle quartier des Collines, tranche numéro 3. Monsieur Geoffrey et Madame Camille Vatré, domiciliés à Saint-Romimont, souhaitent acquérir la parcelle cadastrée section BC numéro 996, constituant le lot numéro 35 de la tranche 3 du quartier des Collines, d'une contenance de 1217 m². Le prix de cession est de 31,77 € hors taxe de mètre carré. Conformément à la délibération du 7 décembre 2022, la signature de l'acte de vente sera subordonnée à l'obtention du permis de construire. Le conseil municipal est donc appelé à approuver la cession de cette parcelle à M. Geoffrey et Mme Camille Vatré aux conditions susmentionnées. Autoriser M. le maire à signer l'acte de vente, dont la rédaction de l'acte sera confiée à l'étude notariale de l'IDER. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Non. Pour la ville, c'est 38 664 € hors taxe, très exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, on va aborder un petit chapitre, enfin un chapitre un peu de quelques points concernant les ressources humaines. Je vais reprendre la casquette ressources humaines, sachant que ces diverses délibérations concernant les ressources humaines ont toutes reçu l'avis favorable du comité social territorial et de la commission des ressources humaines qui s'est réunie respectivement le 17 et le 18 septembre dernier. Donc la première des délibérations concerne la modification des tableaux des effectifs. Il s'agit de prendre en compte les modifications qui auront lieu au 1er octobre d'une part et au 1er décembre d'autre part. À chaque fois, ce sont, presque à chaque fois, ce sont simplement des modifications qui permettent de prendre en compte soit des avancements de grade, soit des réussites à des examens pour les différents agents qui sont concernés, ou alors des recrutements de nouveaux agents, la nécessité de modifier les postes en question. Et enfin, une dernière modification, celle du 1er décembre, qui est un peu particulière, entre guillemets, mais qui n'a pas de conséquences, entre guillemets, financières. Nous avons toujours d'ailleurs, une rédactrice, on l'a évoqué dans un conseil précédent, qui avait été mise à disposition d'une autre collectivité sur la base d'une mise à disposition. Là, la collectivité a choisi de la recruter définitivement. Donc, ça ne change rien au niveau financier, puisque nous la payions, ils nous remboursaient. Maintenant, chacun va payer son petit bout. Donc, finalement, l'un dans l'autre, ça revient rigoureusement même. Mais là, on acte officiellement pour que cette personne puisse être recrutée par cette autre collectivité. On supprime son poste à 35 heures et on crée un nouveau poste à 18 heures. L'autre morceau de 17 heures sera pris en charge directement par la collectivité correspondante à partir du 1er décembre. Voilà, le maire sera chargé donc de procéder à la nomination des agents dans les conditions fixées par les textes et bien sûr les dépenses sont prévues au compte 012 du budget 2024. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ces dispositions, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Là ensuite, on passe sur le côté mise à disposition de personnel et j'ai demandé à M. Marquis d'une part et à M. Ledzinski d'aller de nouveau pour M. Marquis dans le couloir. Oui, j'ai fait tout en même temps. Je sors maintenant. À moins que le sujet de la régie Vitel Sport te passionne. Il en fait partie. Non, c'est les présidents. Oui, le président. Donc, mise à disposition de personnel donc, à plusieurs entités, Régie Vitel Sport, Régie Vitel Câble, la Société des courses hippiques et le CCRS. La Régie Vitel Sport, là, c'est une modification un peu plus importante que d'habitude. Les autres, c'est plus de la reconversion. Vitel Sport, nous avions plusieurs agents qui ont été donc mis à disposition. Et là, on prend en compte à partir du 1er septembre qu'il n'y a plus d'agents mis à disposition, puisque les deux qui nous restaient mis à disposition ont réintégré les effectifs de la ville et ne sont plus à la régie Vitel Sport. La régie Vitel Sport faisant son travail d'avoir à les remplacer. Et donc, ces deux personnes ont réintégré les services de la ville au 1er septembre 2024. Pour la régie Vitel Câble,
Là, c'est plus de la reconduction d'une disposition habituelle où ça nous permet de mettre à disposition des personnels, avec une refacturation évidemment, quand il y a des petites réparations qui ne nécessitent pas de faire venir une entreprise extérieure pour permettre une plus grande rapidité. Concernant la société des courses hippiques, ça c'est une création, il n'existait pas de convention de mise à disposition, ça permet de clarifier les mises à disposition de personnel en direction de la société des courses hippiques et qui bien sûr nous remboursera le montant de ce que ça pourrait correspondre comme rémunération ou charge sociale des agents. Les agents évidemment donneront leur accord comme c'est prévu pour toutes les mises à disposition. Pour ces heures effectuées, évidemment, ça permettra de faire quelques menus travaux pour la société des courses hippiques. D'ailleurs, je vous précise que comme il y aura nécessité probablement d'utiliser certains matériels de la ville, que ça fera l'objet, ce n'est pas une délibération, d'une convention de mise à disposition de matériel. Elle aussi, on est en train de rectifier aussi pour les différentes mises à disposition qu'on fait en direction des différentes associations d'ailleurs. Dernière disposition, c'est le CCAS. Là, on prolonge une mise à disposition qui allait jusqu'au 30 septembre et qu'on va prolonger jusqu'au 31 décembre. C'est une mise à disposition des services de la comptabilité, en particulier des finances, qui vont continuer à accompagner le CCAS, puisque la personne qui s'occupait des finances du CCAS a quitté le CCAS pour d'autres collectivités. On a une nouvelle personne qui est recrutée, mais qui a encore besoin d'accompagnement jusqu'au 31 décembre. Voilà pour ces différentes conventions. Évidemment, ça fera l'objet de reversements. Ces différentes conventions ont été soumises au comité social territorial et ont reçu son avis favorable. Et donc, je vous demande d'approuver les termes des conventions, d'autoriser le maire à signer ces conventions et d'autoriser le maire à signer tous les documents utiles afférents au bon déroulement de ces projets. Y a-t-il des remarques? Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Alors, dernière délibération qui concerne les ressources humaines, c'est la prolongation du contrat d'assurance de risque statutaire. Alors, vous savez, ou vous ne savez pas, je vous le rappelle, qu'elles peuvent rentrer. Ah, j'ai cru que Denise était partie les chercher, mais non. Elle est partie les accompagner. Si tout le monde va dans le couloir. D'accord, donc voilà. Je disais donc on va aborder le dernier point des ressources humaines qui est donc le contrat d'assurance au risque statutaire. Vous le savez ou pas, la ville a donc un contrat d'assurance pour les risques statutaires pour lequel on avait mandaté le centre de gestion des IVO en 2023 afin qu'il réalise un appel d'offres pour un nouveau contrat d'assurance pour la période de 2025 à 2028. Le centre de gestion nous a communiqué donc à la commune et au CCAS, puisque c'est pour les deux entités, leurs propositions qui concernent donc le contrat qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, qui concernait donc la maladie ordinaire, les congés de longue durée et les congés de longue maladie, l'accident du travail, maladie professionnelle, maternité, décès. La modification substantielle qu'on va vous proposer, sachant que là, on vous propose sur ce contrat du CDG un contrat de 4 ans qui ne garantit les taux que pendant 2 ans. Ce qu'on va vous proposer, qu'on a d'ailleurs évoqué avec le comité social territorial, c'est un contrat qui va être substantiellement différent du précédent. Je m'explique. Dans le contrat précédent, on assurait donc tous ces risques, moyennant des taux de cotisation évidemment, et les taux de cotisation qui nous ont été proposés par le CDG sur la même zone de couverture voit passer la cotisation une augmentation de plus de 70 000 euros. Cette augmentation est liée à quoi? Elle est liée au fort taux d'absentéisme global pour toutes les collectivités qui sont concernées par le groupement. Ce qui n'est pas le cas de la ville de Vitel d'ailleurs, il faut le préciser, puisque nous avons des taux d'absentéisme moyens qui sont aux alentours de 4-5%, alors que la moyenne est à 9% pour le groupement considéré. Mais il n'empêche que, voilà, sur l'ensemble du groupement, ça se répercute sur les cotisations de tout le monde. Donc, on a étudié comment on pourrait trouver un point d'équilibre entre le terme de cotisation et les risques qu'on pouvait assurer. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre un système moyen qui va faire en sorte que nous ne serons plus assurés sur les maladies ordinaires, du tout.
veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura, pas pour l'agent, pour la collectivité ne percevra plus de remboursement par rapport à l'absence maladie ordinaire. Et sur les autres risques, d'augmenter les franchises. Nous avions des franchises pour certaines qui étaient à 0, voire à 30 jours, et là on va les repousser toutes à 30 jours sur les risques AT&MP, donc accident de travail, maladie professionnelle, longue maladie et longue durée. Ce qui va nous permettre d'avoir une augmentation de cotisation qui sera moindre, mais avec un risque assuré moins également. On l'a évoqué en point particulier au comité social territorial, parce qu'évidemment ça va avoir des conséquences sur le fait qu'on aura probablement à partir du 1er janvier une vigilance encore plus importante sur le remplacement des maladies ordinaires. Parce que puisque nous ne serons plus assurés, alors ça ne veut pas dire qu'on ne remplacera plus personne, parce que de toute façon on aurait cotisé plus si on avait gardé les mêmes risques. Donc on a essayé de trouver un espèce d'équilibre global. On est en train de travailler et on associera bien évidemment les membres du comité social territorial à la façon dont on va organiser les remplacements l'année prochaine pour pas que ça prenne des proportions extraordinaires non plus. Sachant qu'on reste quand même sur des niveaux de couverture qui ne sont pas trop mauvais, puisque de nombreuses collectivités ont déjà arrêté depuis bien longtemps de s'assurer sur les maladies ordinaires en raison justement des taux de cotisation importants. Puisque par exemple, le taux de cotisation que nous avions aujourd'hui, qui est donc posé sur la masse salariale, a été de 3,96, et donc si on était resté au même, il passait de 3,96 à 6,25. Donc sur presque 3 millions d'euros de base de calcul de risque assuré, vous voyez la modification qui était quand même substantielle. Donc le travail qu'on a fait, et je remercie d'ailleurs les services des ressources humaines sur ce travail de simulation, de voir comment on pouvait trouver un point d'équilibre pour garder certaines cotisations quand même sur les risques les plus importants, et en particulier sur le risque décès et accident de travail et maladie professionnelle. Donc, maladie longue durée, il n'y en a pas beaucoup dans la collectivité, mais pour autant il faudra les assurer. Par contre, on va faire un travail sur la maladie ordinaire, justement, parce que effectivement, on va essayer de juguler l'ensemble pour rester dans un niveau raisonnable. Parce que si on était resté sur le même taux de cotisation, de toute façon, ça aurait impacté le chapitre 012 et réduit d'autant nos capacités de remplacer. Je trouve qu'il faut faire exploser le chapitre 012. Et la section de fonctionnement dans sa globalité, évidemment. Ce qui n'est pas, pour l'instant, quelque chose qu'on a le luxe de se permettre. Avez-vous des remarques ou des questions par rapport à cette affaire? Oui. Oui, je voudrais vous donner une idée du montant que l'on a perçu par le CLP au cours de l'année 2023 ou 2024 concernant les remboursements qu'on a pu percevoir sur les choses qu'on ne va plus couvrir, les maladies ordinaires. Alors, à cette heure-ci, il faut bien, chaque exercice est différent, parce que c'est en fonction du nombre de maladies ordinaires. Mais si on isole le risque maladie ordinaire d'un côté, les cotisations, et de l'autre, ce qu'on avait perçu, ce qu'on avait cotisé, donc d'un côté, et ce qu'on a perçu, en fait, on a plus cotisé que ce qu'on a perçu en 2023. D'accord ? Je dis bien si on isole le maladie ordinaire des autres risques. Alors, de mémoire, je ne me souviens plus des chiffres, mais la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'en fait, on a plus cotisé que ce qu'on a perçu. Donc, si on ne cotise plus, évidemment, il faudra quand même remplacer. Mais voilà, donc on a essayé de faire ce calcul, alors qui reste quand même précaire le calcul, parce que on n'a aucune prévisibilité du risque maladie ordinaire. Comment ? Une épidémie, enfin voilà, je ne pas de mal à personne, mais voilà. Ce qu'on a essayé de préserver, c'est la longue maladie, la longue durée, le risque d'essai, évidemment, puisque c'est nous qui l'assurons, et le risque maternité, et puis bien sûr, c'est le risque professionnel, ce qui est normal. Et on a fait ce petit calcul sur la maladie ordinaire. La maternité, ça peut être un risque, mais c'est un risque qu'on prend pour longtemps après. Je vous confirme. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, un sujet qui revient chaque année,
qui concerne l'économie et le commerce, c'est donc l'ouverture dominicale 2025. On est bien sur 2025. On a reçu une demande le 12 août dernier de la direction régionale du magasin de détail alimentaire de Vitel qui s'appelle Lidl pour nous demander l'autorisation d'une ouverture le dimanche 21 décembre 2025. Je précise bien parce que c'est toujours l'année d'avant pour l'année d'après. Voilà, c'est la seule demande qui nous est parvenue. Et donc, le Conseil doit formellement émettre son avis sur le projet d'ouverture dominicale 2025 et de décider que la date d'ouverture dominicale sera définie par un arrêté du maire sous réserve de l'avis favorable des organisations syndicales et patronales de l'établissement qui devront être consultées et autoriser le maire ou se représenter à signer tous les documents afférents à ce dossier. Avez-vous des remarques? C'est une délibération qu'on prend chaque année. Oui. Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Je reste fidèle à mes convictions, je vote contre. Pas de souci. J'ai marqué monsieur Marquis. Oui, Avant que tu lèves la main. c'était prévu. C'était prévu. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Délibération suivante concerne le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges. Je vais céder la parole à M. Zetzaski. Une convention de délégation de la compétence assainissement a été accordée par la communauté de communes des Hauts-de-Vosges au SIA La Bresse-Cornimont le 28 juin 2023. À partir de cette date d'entrée en vigueur, le SIA de la Bresse-Cornimont ne pouvait pas légalement demeurer membre du syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges, une subdélégation à celle-ci n'étant pas possible. Le retrait de droit commun du SIA à la Bresse-Cornimont du SDAN ayant pas pu aboutir, un retrait dérogatoire prévu par l'article L5711-5 du Code général des collectivités locales a été autorisé par arrêté interpréfectoral du 14 février 2024. Toutefois, le retrait du SIA à la Bresse-Cornimont n'entraîne pas automatiquement l'extension du champ d'intervention du SDAN pour la totalité du périmètre de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges par représentation-substitution des communes de la Bresse et Cornimont. Aucune disposition législative ne prévoit un tel mécanisme applicable de droit. Cette extension de périmètre d'adhésion de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges aux deux communes du SDAN est soumise à la procédure de modification statutaire prévue par l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales. Le comité syndical du SDAN doit se prononcer sur la demande d'extension du périmètre de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges au syndicat. Le conseil municipal est appelé à décider d'accepter l'extension du périmètre de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce point? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, on aborde les communications des décisions prises par Monsieur le maire depuis le dernier conseil municipal qui vous ont été résumées sur l'ensemble de ces documents. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ces... Oui, Monsieur Fortuny. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses renonciations à l'exercice du droit de préemption qui sont mentionnées dans ce document. Ça m'amène juste à une question. Qu'en est-il de la préemption de la pharmacie? Où on est avec ce bâtiment-là? Ça m'aurait étonné. Du contraire. Alors, on poursuit deux sujets. Il y a le bâtiment et les quelques travaux d'aménagement qui doivent être encore terminés à l'intérieur. Et puis, il y a l'attribution de cette ancienne pharmacie. Et donc, le sujet est toujours en cours. D'ailleurs, Madame Picard, ici présente, s'y appelle régulièrement. Et on a là la possibilité d'avoir de nouveau maintenant 3 projets différents qui sont en cours d'examen sur des sujets très différents. On est en train d'examiner. Madame Picard a rencontré les différents protagonistes les jours derniers, c'est tout récent, dont un projet qui paraît intéressant, mais qu'on doit encore vérifier l'ensemble de tout ça. Et ça vous sera proposé lors d'une prochaine commission de Centre-Bourg, justement pour la décision définitive, si on va au bout de ce dossier qui paraît, je reste prudent, qui paraît intéressant. Voilà. D'accord.
Autre question. J'ai une autre question. Ça concerne le point 2024-154. Alors, 154. Oui. Oui. Je vois qu'on a un marché à procédure adaptée. Oui. Pour un montant de 532 475. Est-ce que ça signifie que si c'est un marché de la procédure adaptée, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres? Bien sûr. Ah non, non, non. Tous les marchés à procédure adaptée font l'objet d'un appel d'offres. Tous. Et cet appel d'offres, je ne me rappelle pas l'avoir vu passer. Ah, si. Il y a une commission d'appel d'offres, évidemment. Venu dormir. Oui, d'accord, mais oui, d'accord, il n'y a pas de commission. Précision textuelle, mais c'est rigoureusement identique. Il n'y a pas de CA au sens strict du terme. C'est une commission MAPA, mais comme on le procède puisque vous en êtes membre, il y a un CAO et comme MAPA, elle fonctionne de la même façon ici. Et il y en a une, je vous assure, M. Fortignon, qui a vu l'ensemble de... Parce que là, vous avez l'aménagement de voirie, mais il y a aussi d'autres lots à l'intérieur qui concernent, là pour le coup, le budget de stock du quartier des colis. Il y a les aménagements paysagers qui vont avec, etc. etc. Et d'ailleurs, cette commission MAPA nous a permis d'avoir la surprise, suite justement à l'appel d'offres, puisqu'il y a eu plusieurs candidatures, d'avoir des propositions de tarifs inférieures à l'estimatif, qui va nous permettre d'ailleurs, mais ça on verra ça plus tard après, une fois que les travaux, parce que les travaux vont commencer prochainement, ou ont commencé, je ne sais plus, ils ont commencé, ils vont normalement se finir pour novembre-décembre, si tout va bien, et comme il reste un petit peu de sous, entre guillemets, du budget de stock, on va voir, pour utiliser, entre guillemets, ces sous, pour de l'aménagement plus au sens aménagement ludique ou d'aménagement de parcs ou de structures. Voilà. On est d'ailleurs, il y a une réunion qui a été organisée sous la houlette de M. Houchamp et du cabinet qui suit tout ça pour la présentation des travaux aux riverains, évidemment, et pas d'ailleurs que les personnes du quartier, mais plus largement, pour que les personnes puissent voir. On leur a expliqué aussi les différentes dispositions de ce quartier, et on leur a demandé de réfléchir justement aux aménagements complémentaires en fonction des zones qui pourraient être pris en compte pour l'année 2025, une fois que le gros travail entre guillemets de voirie et d'aménagement paysager sera réalisé, pour ces petits aménagements de mobilier urbain ou autres avec eux. Sachant que là-dedans, il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'éclairage public, et que là, comme on est sur une création, on va avoir un éclairage public là-haut en LED, automatisé, qui va permettre de prendre en compte, je crois que c'est 37 lampadaires de mémoire, je crois, sur cette implantation-là, quelque chose comme ça, qui vont pouvoir être autonomisés, et d'ailleurs, qui vont être les prémices du plan qu'on va probablement engagé très prochainement pour le reste de l'éclairage public, puisque je vous le rappelle, on a 1100 panneaux poteaux d'éclairage, il nous en reste 400 et quelque chose, 437, quelque chose comme ça, qui ne sont pas encore. Là, on a lancé un appel d'offres, vous allez prochainement inviter à une commission d'appel d'offres, de la commission MAPA. Vous avez déjà fait ? Voilà, très bien. Justement à ce sujet-là, qui va nous permettre d'enclencher des travaux justement sur ce reste d'éclairage public pour être, normalement, si tout va bien à l'horizon janvier-février, 100% LED sur l'éclairage public. On sera probablement une des premières villes des Vosges à être 100% LED sur l'éclairage public et sur les bâtiments de la ville. Et qui va nous permettre ensuite d'engager une autre démarche, c'est d'autonomiser ces éclairages pour faire en sorte de pouvoir les régler plus facilement et faire en sorte d'aménager l'éclairage en fonction des zones, puisqu'on aura un système automatisé beaucoup plus performant que celui qu'on a aujourd'hui. Et puis accessoirement, ça va nous permettre d'aller voir pour récupérer quelques certificats d'économie d'énergie au passage, évidemment. Voilà. Avez-vous 760 000 € sur le budget on verra. Avez-vous d'autres questions sur ces communications? Alors, nous n'avons pas eu de questions orales qui nous a été transmises. Je dois quand même vous donner quelques informations diverses
les 2-3 sujets que nous avons reçus dernièrement. On a reçu dernièrement une notification de l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui va nous apporter quelques subventions concernant les missions d'animation de la préservation de la ressource en eau, donc sur le secteur de Vittel. Donc c'est des dépenses salariales liées au poste que nous avions jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs on cherche assidûment un remplaçant pour à peu près 40 000 €, et puis des dépenses d'accompagnement pour 5 000 € concernant le matériel lié à ce poste. On a reçu aussi un courrier de la région Grand Est et de son président Franck Leroy, qui nous a signifié que la région Grand Est avait pris en compte une aide régionale au titre du dispositif des aides structurants et d'innovation touristique pour 27 000 € qui nous permet d'ailleurs, parce que c'est déjà en cours, la réalisation d'études préalables par l'agence technique départementale des Vosges sur la rénovation du casino et du théâtre Garnier, ainsi que sur la mise en sécurité de Vittel Palace. Nous avons reçu les jours-ci, je ne sais plus les jours c'était. Hier, je ne sais plus comment je vais. Hier, donc l'ATD qui nous a fait la première présentation des premiers visites qu'elle a fait à l'intérieur de ce Vittel Palace. Donc le Conseil régional va financer ces études de la TD des Vosges. On a reçu aussi une notification là, de l'État concernant une demande de subvention que nous avions fait en subvention FIPD concernant un projet de sécurisation des espaces scolaires et du centre de préparation olympique. En français, l'extension de notre vidéoprotection pour quelques caméras supplémentaires qui pourraient prendre en compte les espaces scolaires, donc les écoles vittelloises, et puis le centre, pas tellement le centre de préparation olympique, mais les écoles du dessus et en direction du CPE. Et donc, notre dossier a été retenu et l'État nous a signifié une subvention au titre du FIPD de 11 680 €, très exactement. Voilà, vous vous rappelez aussi, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne connaissent pas, que nous avons mis en place récemment, grâce au CCAS, une opération concernant la fourniture d'énergie groupée, qui rencontre apparemment un petit succès, voire un grand succès actuellement. Comme ça avait été prévu, on essaie de mettre en place des achats groupés en termes d'énergie. Là, avec une société prestataire d'ailleurs, on va seulement avoir un bilan au courant octobre, mais apparemment ça a l'air de bien démarrer, de bien fonctionner. Dernière information que je voulais vous donner, c'est presque fini si vous pouviez. Voilà, merci, ce serait bien. Je disais, dernière information que je voulais vous donner, c'est que nous aurons fort probablement, mais je ne peux pas vous en donner la date, habituellement, traditionnellement, nous avons notre prochain conseil au mois de décembre. Il y a de fortes probabilités, pour ne pas dire de nécessité, d'avoir un conseil qui sera prévu courant octobre, dont je ne peux pas vous donner la date aujourd'hui, mais je vous en préviens. Pourquoi? C'est en lien avec justement le transfert de l'eau et assainissement, puisqu'il y a un conseil syndical du CIVU de la station d'épuration qui est convoqué pour le 2 octobre, qui va examiner la question des transferts de l'eau et de l'assainissement et de l'éventualité d'un transfert anticipé à minima de la compétence assainissement au 1er janvier 2025 et pas au 1er janvier 2026. Si ce conseil syndical statue favorablement avec les différentes communes qui pourraient être concernées sur ce transfert des compétences en question, derrière, les différentes communes qui pourraient être concernées auront à réunir leur conseil municipal, évidemment municipaux plus exactement, pour approuver ou non d'ailleurs les dispositions qui pourraient être proposées par le conseil syndical du CIVU de début octobre. En lien avec la sous-préfecture et la préfecture, il y a un certain nombre de dates et de timing à respecter par rapport aux dates de délibération des différents organismes qui vont être concernés. Et donc c'est pour ça que je vous préviens de l'éventualité d'un conseil qui pourrait avoir lieu dans la deuxième partie d'octobre plutôt, mais à une date qu'on ne maîtrise pas encore actuellement, en lien avec ce transfert. Évidemment, s'il y a d'autres sujets qu'on devait intercaler dans le conseil d'octobre qui ne viendrait pas décembre, évidemment, on les rajouterait également. Avez-vous d'autres remarques pour ce soir? Non? Bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée, ceux que je ne vous revois pas, un bon week-end. Merci à vous.